La salle d'audience était silencieuse, sauf pour le tic-tac rythmique de l'horloge antique sur le mur en marbre. J'étais assis à la table du défendeur, les mains soigneusement pliées, regardant ma femme, bientôt mon ex-femme, chuchoter avec urgence à son avocat. Elena était magnifique, comme toujours. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son costume de créateur taillé à la perfection, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière fluorescente. Elle avait passé les 6 derniers mois à se préparer pour ce moment, convaincue qu'elle allait repartir avec la moitié de tout ce que j'avais construit. M et Madame Davison, commença le juge en ajustant ses lunettes de lecture. Nous sommes ici pour finaliser la division des actifs dans votre procédure de divorce. Madame Davison, votre équipe juridique a soumis une proposition pour une division égale de la succession conjugale, évaluée à environ 10 millions de dollars. Est-ce correct? L'avocat d'Elena, un homme lisse nommé Richardson qui se spécialisait dans les divorces d'haut profil, se leva avec élégance. C'est exact, votre honneur. Ma cliente a droit à 50% des actifs conjugaux, ce qui inclut la résidence principale, les propriétés de vacances, les portefeuilles d'investissement et les intérêts commerciaux de M. Davison. Je n'ai pas sourcillé. J'ai juste regardé. Monsieur Davison, le juge s'est tourné vers moi. Contestez-vous cette division? Je me suis levé lentement, boutonnant ma veste de costume. Je la conteste, votre honneur, mais pas pour la raison que ma femme pense. Elena m'a lancé un regard de pur venin. Que fais-tu, Marcus? A-t-elle sifflé. Je l'ai ignoré et me suis dirigé vers le pupitre, plaçant un épais dossier en cuir sur le support. Votre honneur? Avant de procéder à la division des actifs, je dois présenter des preuves qui changent fondamentalement la nature de cette affaire. Des preuves que ma femme, Elena Davison, n'a pas été honnête au sujet de sa situation financière. Richardson s'est levé d'un bond. Objection. Votre honneur. Ceci est une procédure de divorce, pas une enquête criminelle. Nous sommes ici pour diviser les actifs, pas pour auditer les finances personnelles de ma cliente. Rejeté, a dit sèchement le juge. Monsieur Davison, vous pouvez continuer, mais que ce soit pertinent. J'ai ouvert le dossier et sorti une pile de documents. Votre honneur, au cours de nos 15 années de mariage, j'ai construit une entreprise prospère de conseil en logistique et chaîne d'approvisionnement à partir de rien. Je travaillais 80 heures par semaine. J'ai manqué des anniversaires, des fêtes de fin d'année et des vacances. J'ai tout fait pour subvenir aux besoins de ma famille, pour donner à Elena la vie qu'elle méritait. J'ai fait une pause, regardant directement Elena. Son visage était devenu pâle. Mais pendant que je construisais notre avenir, ai-je continué? Ma voix stable, Elena le détruisait. Pas par infidélité, bien qu'il y ait eu ça aussi, mais par quelque chose de beaucoup plus insidieux. La dette. C'est un mensonge? Elena a crié, frappant la table de sa main. Je n'ai aucune dette. Tout ce que j'ai acheté l'était avec nos fonds communs. Tu m'as donné ces cartes de crédit. Est-ce que je l'ai fait? Ai-je demandé calmement. Ou les as-tu maximisées sans ma connaissance? As-tu contracté des prêts personnels en utilisant notre maison comme garantie? As-tu emprunté à des prêteurs sur gage quand les banques ne voulaient plus te prêter? La salle d'audience est tombée dans un silence absolu. Même le juge s'est penché en avant, intrigué. Votre honneur? Ai-je dit en remettant les documents à l'huissier pour les transmettre au banc. Ce sont des relevés bancaires, des contrats de prêt et des relevés de cartes de crédit couvrant les 8 dernières années. Ils montrent qu'Elena Davison a accumulé environ 8 millions de dollars de dettes personnelles. 8 millions? S'est exclamé le juge, ses yeux s'écarquillant alors qu'il parcourait les documents. Monsieur Davison, êtes-vous certain de ces chiffres? Je le suis, votre honneur, et je peux prouver chaque centime. Le visage d'Elena était passé de pâle à cendré. Elle tremblait maintenant, sa façade soigneusement construite s'effondrant sous nos yeux. Madame Davison, a dit sévèrement le juge, avez-vous une explication pour ces documents? L'avocat d'Elena, Richardson, a essayé d'intervenir. Votre honneur, ces documents peuvent avoir été fabriqués ou sortis de leur contexte. Ma cliente demande du temps pour examiner. Asseyez-vous, Monsieur Richardson, a claqué le juge. Madame Davison, je vous demande directement, avez-vous 8 millions de dollars de dettes non divulguées? Elena m'a regardé, ses yeux remplis d'un mélange de haine et de terreur. Tu as fait ça? A-t-elle chuchoté. Tu as engagé des enquêteurs. Tu m'as espionné. Je n'ai pas eu besoin de t'espionner. Elena, ai-je dit calmement. J'ai juste dû regarder les factures que tu pensais que j'étais trop occupé pour remarquer. Les relevés de cartes de crédit tard dans la nuit. Les retraits mystérieux de nos comptes conjoints.
La seconde hypothèque que tu as prise sur la maison de plage sans me le dire. Je me suis retourné vers le juge. Votre honneur, ma femme a vécu une double vie. Pendant que je travaillais à construire notre entreprise, elle jouait. Pas dans des casinos, mais dans des endroits beaucoup plus dangereux. Des jeux de poker à enjeux élevés. Des anneaux de paris offshore. Elle a même investi dans plusieurs arnaques de crypto-monnaies qui promettaient des rendements rapides mais non livrés que des pertes. Ce n'est pas vrai. Elena a crié, mais sa voix s'est brisée. J'investissais. J'essayais de faire fructifier notre argent. Tu le perdais? Ai-je dit platement. 8 millions de dollars? Elena, as-tu la moindre idée de ce que cela signifie? Si nous divisons les actifs comme tu l'as demandé, tu recevrais 5 millions de dollars. Mais tu en dois 8. Cela signifie que tu repartirais de ce mariage non pas avec la moitié de ma fortune, mais avec 3 millions de dollars de dettes que tu ne peux pas rembourser. La salle d'audience était absolument silencieuse. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation, le grattement du stylo du juge, le son rauque de la respiration d'Elena. « Monsieur Davison, a dit lentement le juge, suggérez-vous que la dette de votre femme devrait être considérée dans la division des actifs? Je le suggère, votre honneur. En vertu de la loi de l'État, la dette conjugale doit être considérée aux côtés des actifs conjugaux. Ma femme a accumulé cette dette pendant notre mariage, utilisant notre crédit conjoint et notre maison comme garantie. Elle l'a fait sans ma connaissance ou mon consentement. Par conséquent, je demande que le tribunal m'attribue la totalité des actifs conjugaux pour compenser la dette qu'elle a contractée. » Richardson s'est levé à nouveau. Objection. C'est scandaleux. Ma cliente ne peut pas être tenue responsable de dettes qu'elle prétend même ne pas se souvenir d'avoir contractées. Elle a signé les documents de prêt, Monsieur Richardson, ai-je dit calmement. Ses empreintes digitales sont sur chaque page. Son numéro de sécurité sociale est sur chaque demande. Elle a même utilisé notre certificat de mariage comme preuve de stabilité pour sécuriser les prêts les plus importants. Le juge a levé la main. Assez, Monsieur Davison, veuillez continuer avec vos preuves. J'ai passé l'heure suivante à guider le tribunal à travers les documents. J'ai montré des relevés bancaires avec des retraits massifs. J'ai montré des contrats de prêt avec des taux d'intérêt prédateurs. J'ai montré des emails de prêteurs sur gage menaçant de violence si les paiements n'étaient pas effectués. J'ai montré des photographies d'Elena à des jeux de poker clandestins, des jetons empilés au-devant elle, un regard maniaque dans ses yeux. Et pendant tout ce temps, Elena est restée assise, figée, son visage un masque d'horreur. Votre honneur, ai-je conclu, je ne demande pas de vengeance. Je demande la justice. J'ai construit une entreprise qui vaut 10 millions de dollars grâce au travail acharné et au sacrifice. Ma femme a détruit 8 millions de dollars de notre avenir par l'addiction et la tromperie. Si le tribunal lui attribue la moitié de ce qui reste, elle repartira avec 5 millions de dollars et me laissera avec 2 millions de dollars d'actifs et 8 millions de dollars de dettes. Ce n'est pas équitable. Ce n'est pas juste. Le juge s'est adossé à son fauteuil, joignant les doigts. Madame Davison, avez-vous quelque chose à dire avant que je rende ma décision? Elena s'est levée lentement. Ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine se tenir à la table. Marcus, a-t-elle dit, sa voix à peine un chuchotement. S'il te plaît, nous étions mariés depuis 15 ans. Nous nous sommes aimés une fois. Ne me fais pas ça. Nous avons cessé de nous aimer il y a longtemps. Elena, ai-je dit calmement, tu ne l'as juste pas remarqué parce que tu étais trop occupé à perdre de l'argent aux tables de poker. Le juge s'est raclé la gorge. Ce tribunal constate que Madame Elena Davison a en effet accumulé une dette conjugale substantielle sans la connaissance ou le consentement de son mari. Les preuves présentées sont claires et convaincantes. Par conséquent, je statue comme suit. Premièrement, la dette conjugale de 8 millions de dollars sera la seule responsabilité de Madame Elena Davison. Deuxièmement, les actifs conjugaux, évalués à 10 millions de dollars, seront attribués entièrement à M. Marcus Davison en compensation de la dette contractée par sa femme. Troisièmement, il est ordonné à Madame Elena Davison de quitter la résidence conjugale dans les 30 jours. Quatrièmement, il est interdit à Madame Elena Davison d'accéder à tout compte conjoint ou facilité de crédit avec effet immédiat. Affaire classée. Le marteau est tombé avec un craquement net. Elena s'est effondrée sur sa chaise, sanglotant. Richardson emballait déjà sa mallette, le visage sombre. Il savait que sa cliente n'avait aucun cas, aucun argent pour le payer et aucun avenir. Je suis resté là un moment, regardant le monde de ma femme s'effondrer. Je n'ai ressenti aucune joie, aucune satisfaction. Juste une profonde tristesse pour ce que nous avions été et ce que nous étions devenus. Marcus,
a chuchoté Elena, levant les yeux vers moi avec des yeux remplis de larmes. Comment as-tu pu me faire ça? Je ne t'ai pas fait ça, Elena, ai-je dit calmement. Tu te le es fait à toi-même. J'ai juste fait en sorte que la vérité éclate. Je me suis tourné et j'ai quitté la salle d'audience, laissant ma femme faire face aux conséquences de ses choix. Astérisque, astérisque, astérisque. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre d'Elena. Elle vivait dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, travaillant comme réceptionniste pour rembourser ses dettes. Les prêteurs sur gage l'avaient laissée tranquille une fois qu'ils ont réalisé qu'elle n'avait plus d'actifs à saisir, mais les banques étaient impitoyables. Elle avait déposé le bilan personnel, mais même cela n'effacerait pas toutes ses obligations. « Tu me manques ?» a-t-elle écrit. « Tu me manques la vie que nous avions. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je t'aimais une fois. Est-ce que cela ne signifiait rien ?» J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai placée dans le déchiqueteur. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits. J'ai vendu l'entreprise de conseil 1 an plus tard pour 15 millions de dollars. J'ai donné la moitié à des œuvres de bienfaisance et utilisé le reste pour créer une fondation pour le rétablissement de l'addiction au jeu. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la rédemption. Parfois, les gens pensent que la justice concerne la punition. Mais la vraie justice ne concerne pas la destruction de votre ennemi. Il s'agit de révéler la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et de laisser les conséquences tomber où elles peuvent. Elena a exigé la moitié de ma fortune de 10 millions de dollars. Elle n'a rien eu d'autre que la dette de 8 millions de dollars qu'elle avait cachée. Et moi, j'ai récupéré ma vie. C'était assez de justice pour moi.